my son. You can't run from your past. Bonjour à tous, c'est Simon, je suis avec Mathieu. Salut. Et on va vous parler de Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, qui est le nouveau blockbuster Marvel qui va bien sûr s'insérer dans le MCU. C'est l'occasion d'introduire un nouveau personnage, un nouveau héros. On l'a découvert il y a quelques heures, il sort le 1er septembre en France. Et tout simplement, je vais commencer par te poser la question. Mathieu, qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Eh bien, je pense qu'on a un avis assez similaire, hein, donc on va pas s'étendre beaucoup sur ce qu'on en a pensé généralement. On y allait, je pense, on peut le dire, un peu à reculons tous les deux, on y allait un peu en râlant, on va le dire. Parce que bon, Black Widow nous a pas plu du tout à tous les deux. Et finalement, en sortant, on s'est dit, pourquoi pas ? Il y a des trucs très intéressants sur lesquels on va revenir, des trucs beaucoup moins, si bien qu'on s'est dit qu'en fait, il y avait un peu presque deux films en un, c'est-à-dire qu'un film qui est très ancré dans le MCU, qu'on a l'habitude de voir, avec ses gros codes, ses grosses ficelles, beaucoup de problèmes, et un film dont on s'attendait pas en fait, un film assez neuf, avec des trucs assez intéressants, et donc tout simplement, je pense qu'on va commencer par parler du film qui est plus Marvel en général, quoi, qui est plus dans la formule, et ensuite parler des trucs qui nous ont plu, et il y en a. Absolument, oui, on va d'abord revenir sur les limites qu'on peut avoir au sujet du film, puis se rapprocher petit à petit de ce qui nous a le plus diverti, intéressé et surpris, parce que pour le coup, et c'est suffisamment rare pour être noté dans le MCU, c'est un film qui nous a étonné à quelques moments. On a été surpris, c'est vrai. C'est clair. Et donc voilà, oui, moi comme toi, j'y allais un peu comme la vache au taureau, parce que déjà, effectivement, les précédents films et séries du MCU, moi, m'ont touché une sans faire bouger l'autre, donc j'étais pas très impatient. La promotion extrêmement timide de Marvel me laissait penser que ou ils étaient pas très satisfaits du résultat, ou alors ils ne savaient pas comment vendre le résultat, ce qui est jamais très rassurant. Donc voilà, moi j'y allais pas rassuré. Et finalement, comme toi, j'ai été plutôt étonné et j'ai même passé à quelques moments de très bons moments. Oh là là, que de belles répétitions. On va peut-être déjà parler donc de ce qui fâche ou de ce qui pose un petit peu problème. C'est peut-être une énorme sous-intrigue qu'il y a dans le film, enfin énorme, une importante sous-intrigue qui pose plein de problèmes de rythme, de tempo. On va revenir dessus. C'est la sous-intrigue familiale de Shang-Chi. Oui, voilà. C'est très personnel, mais moi, ça mérite vraiment d'une façon incroyable cette obsession américaine pour la famille et tout. Évidemment, c'est des thèmes qui sont super intéressants, qui peuvent être traités de façon ultra intéressante, mais qui peuvent aussi l'être de façon super lourde, et c'est souvent le cas. Dans Black Widow, c'était carrément le cas. Et là, c'est pareil, en fait, c'est littéralement la structure de l'intrigue se base sur cette histoire de père, de fils, parce qu'en fait, le personnage principal n'a pas vu son père, qui est donc campé par Tony Leung, acteur légendaire, et ils se retrouvent l'un l'autre, enfin bref, il y a toute une histoire. Et oui, ça se fait à grands coups de énormes flashbacks qui prennent des trucs, vraiment des planches, ce mot ne veut rien dire, des plombes. Des plombes, voilà, et des franges. C'est ça, énormes du film. En fait, disons que oui, il y a plein de choses à raconter sur la famille, mais quand le seul angle qu'on emploie pour traiter de la question familiale, c'est de se dire, eh bien, voilà des personnages qui sont tous séparés, on va tous les réunir parce que finalement, la famille, c'est ce qui nous sauve. Mais pourquoi pas d'ailleurs, c'est pas un point de vue qui est non plus abject ou quoi que ce soit. Mais quand tu fais systématiquement toujours ce même récit, ce même déroulé, ça finit par devenir très lassant. Et là, c'est d'autant plus problématique que tous les personnages de cette famille ne sont pas aussi intéressants les uns que les autres. Et puis il y a de vrais problèmes de caractérisation. Par exemple, moi je trouve que Simu Liu, qui est l'acteur principal, celui qui joue Shang-Chi, est plutôt bon, il n'est pas mauvais, mais concrètement, comme il joue un personnage qui n'est pas caractérisé, c'est-à-dire que la première fois qu'on le rencontre, il est super drôle, il est dans un espèce de duo comique avec Awkwafina qui joue Cathy, puis 20 minutes après, ça devient un type qui veut comprendre ce qui s'est passé, et qui a un passé trouble, puis après ça devient un aventurier, puis après ça redevient un comique, et ça c'est un vrai problème. À côté de ça, t'as Awkwafina qui est très très marrante, c'est vraiment une comique née. Elle est très drôle. Mais elle a beau être très drôle, je sais pas bien quelle est la personnalité de son personnage en fait. Donc voilà, traiter de la famille quand on veut pas ou quand on n'arrive pas à donner des enjeux en fait très personnels, très caractérisés à ses protagonistes, en fait finalement c'est pas très intéressant. Ouais, c'est assez compliqué. Moi j'ai vraiment des problèmes avec le personnage du père, donc qui est celui de Tony Leung, qui est vraiment une sorte de fil rouge et qui incarne en fait cette obsession pour la famille qui en devient assez ouf parce qu'on a cette idée de... En fait, à chaque frame, ils te disent « Eh, ce père est une enflure » et en fait, à chaque fois, ils essayent de le ramener de leur côté et il vient pas et en fait, ils se résolvent jamais à le lâcher sous une sorte de morale générale comme quoi il faudrait absolument qu'il reste dans
dans cet arc narratif en fait qui Oui. s'en échappe jamais. Et d'ailleurs, lui, alors sans spoiler pour le coup, mais lui, on va dire, sa motivation principale, c'est recréer sa famille, telle que lui la rêve. Alors, il la rêve pas de la même manière que ses mômes, mais c'est bien sa motivation, c'est refaire famille. Et donc oui, ça c'est... Et surtout, ça a un effet, c'est que alors qu'on démarre sur, on va dire, une ouverture qui serait un petit peu, on va dire, du Zhang Yimou en carton, après on va sur un truc qui serait un peu dans les griffes du mandarin en plastique, bah tout d'un coup, on se retrouve... mais on va dire, c'est enlevé, ça y va, c'est assez marrant, c'est assez divertissant, mais là, tout d'un coup, après, on se retrouve avec, au milieu, 40 minutes de drame familial avant de reprendre l'aventure. Et c'est dommage parce que c'est ça qui fait passer au film la barre des 2 heures. Or, si le film durait 1h30, 1h40, je pense qu'il serait beaucoup plus amusant. Ouais, ça alourdit vraiment le récit d'une façon énorme et en plus, ça le rend bourré d'incohérences. On en parlait, c'est vrai que finalement, je pense que Marvel aurait intérêt à ce qu'on parle des films genre 2 heures après qu'on les voit parce qu'en fait, on sort en se disant « Ah tiens, on a été agréablement surpris » et en y réfléchissant en se disant « Mais en fait, ils ont tellement inséré à la truelle cette histoire de famille qu'ils voulaient absolument mettre dedans qu'il y a en fait des trucs qui font aucun sens. » Du coup, on va pas spoiler, mais il y a notamment des MacGuffin qui sont vraiment mis un peu n'importe comment. Quand on regarde des flashbacks, on se dit « Mais... » Oui, mais concrètement, voilà, il faut le dire, il y a un passage donc où le paternel va aller, enfin quelqu'un, va aller récupérer des artefacts, mais des artefacts qui sont à sa disposition depuis 30 ans. Ouais, Et là, tout d'un coup, il se dit, là maintenant j'y vais. Enfin, voilà, il y a quantité de trucs comme ça qui ne sont pas nécessairement choquants si on veut regarder le film légèrement, mais qui, 48 heures après son visionnage, te font te dire « Oh, j'ai l'impression En fait, qu'on m'a plus généralement, la façon dont les personnages vont et viennent dans l'intrigue obéit pas du tout aux besoins qu'ils ont en tant que personnages, ils obéissent juste à ce que l'intrigue veut raconter de façon très très mécanique, du coup, Tout à fait. c'est très bizarre et des fois on a des moments où vraiment on se pose des grosses questions. Voilà. Oui, mais c'est un gros problème. Après, il y a un souci, et qui est encore une fois un des soucis récurrents de Marvel, on va parler de la facture technique en général du film, parce que là aussi, il y a plein de questions. On peut peut-être commencer par parler des effets spéciaux qui sont très inégaux. Ouais, c'est vraiment très inégal. En général, on a tendance à se dire que sur ces films-là, ils sont toujours excellents et tout, mais déjà on avait eu ce problème sur Black Widow. Il y a quand même beaucoup d'effets, surtout plus des effets en fait assez discrets, des effets sur l'eau, par exemple, des trucs comme ça. Quand on a des grands effets spéciaux, encore une fois, je vais pas spoil, mais des grands trucs, on sent que bon, voilà, il y a quelque chose à montrer, donc ils le font bien. Mais encore une fois, en fait, c'est tout simplement ça, c'est que les délais dans lesquels sont produits ces films, parce qu'ils obéissent à un calendrier qui est vraiment speed quoi, il faut y aller, c'est-à-dire que... Bah, il y a ça, il y a à la fois les délais à tenir qui sont très compliqués, et puis surtout il y a la manière de les produire, c'est-à-dire que le numérique et on va dire l'exploitation de plein de studios d'effets différents permet à des majors comme Marvel, mais c'est pas les seuls, hein, ils le font tous, jusqu'au dernier moment de changer des trucs. Ce qui fait que on a finalement un degré de finition qui est rarement atteint en réalité, qui est souvent très léger. Et c'est pour ça que quand vous entendez souvent dire, et nous en l'occurrence dire que les effets spéciaux des Marvel sont mal finis, c'est pas pour le plaisir de taper sur Marvel, pas du tout, c'est pas ça. C'est qu'on va avoir une grosse scène avec un effet super réussi, puis vous commencez à regarder aux entournures, tel truc c'est un peu flou, ça c'est pas super bien incrusté, là les couleurs bavent un peu, enfin je dis ça au pif, hein, mais... Oui, souvent ces effets de détail, par exemple, des travelling arrière, où du coup c'est beaucoup plus... C'est des surfaces qui sont beaucoup plus grandes en fait, et du coup quand tu regardes les détails, on se rend compte que bon... Oui, voilà. ou ici on va dire tout simplement les doublures numériques, quoi, des personnages voilà. qui sont souvent pas très bien terminés. Alors après, moi j'apporterai néanmoins un bémol, attention, on n'est pas du tout, me semble-t-il, dans un espèce de ratage technique. Oui, enfin, c'est pas un cataclysme comme Black Panther par exemple. Parce que contrairement à Black Panther, où les types te filmer des doublures numériques longtemps comme si c'était un effet spécial réussi alors que c'était indigne d'une PlayStation 2 en fin de carrière, là pour le coup, on sent qu'ils ont quand même fait cet effort de digérer, de manger un peu de cinéma asiatique pour se dire on peut avoir des problèmes de finition technique si on est là pour faire la transition entre deux images, si c'est pour aller dans la fluidité. Et c'est-à-dire que moi il y a plein de moments voilà où tu vois par exemple il y a une scène dont on peut parler parce qu'elle a été largement teasée dans la bande-annonce, qui est la grosse baston dans le bus. Il y a plein de moments où il y a des petits effets de détail qui sont pas terminés mais où ça me gêne pas du tout parce que c'est toujours au service d'une idée pour arriver à un plan un peu marrant, à un coup un peu rigolo ou pour enchaîner entre deux cascades. Et donc du coup je dirais que oui il y a des problèmes de finition technique au niveau des FX, des VFX, mais néanmoins ils sont beaucoup moins choquants que par le passé. En effet c'est quand même beaucoup globalement plus inventif, je trouve, dans ce que ça fait au niveau des effets spéciaux. Du coup, forcément, ça passe un peu mieux. Du moins, ça passe mieux, je pense, qu'un truc qu'on avait beaucoup redouté en voyant un peu le matériel promotionnel et tout, qui nous avait un peu abîmé la rétine, et qui était, je pense, une des grandes raisons aussi pour lesquelles on y allait reculons, c'est-à-dire qu'on se disait « Ah, bah pourquoi pas, en prenant certaines teintes et tout ». Et quand on a vu les bandes annonces, on s'est dit « Mais c'est quoi ce gris ?» C'est la photo qui, en fait, finalement, n'est pas si loupé sur certains points, mais qui semble en fait se tirer un peu des balles dans le pied en permanence, parce qu'il y a quand même pas mal d'idées visuelles qui sont assez intéressantes, mais parfois sans trop
qu'on sache pourquoi, il y a une sorte de gris plombant comme ça qui vient s'insérer comme ça dans la scène. Alors disons que le directeur de la photographie, c'est pas n'importe qui, c'est Bill Pope. Bill Pope, il a notamment œuvré sur Matrix, mais sur beaucoup d'autres films. C'est un très très grand chef opérateur. Donc quand on a vu qu'il était sur Shang-Chi, on s'est dit genre bon bah en tout cas visuellement ça va un peu tabasser sa maman. Et effectivement, en fait, ce qui est frappant, c'est que la photographie est très inégale. Il y a des plans qui sont très beaux, il y a des morceaux de séquences qui sont super réussis. Mais alors moi des fois j'ai l'impression, et je dis ça vraiment, je parle bien d'une impression, hein, je suis pas du tout en train d'affirmer quelque chose, mais des fois, je trouve qu'il y a des séquences qui me donnent le sentiment d'avoir été pensées autour d'un plan ou d'une idée qui fonctionne très très bien à l'instant T, mais qui, comme tu le disais, tire des balles dans le pied dans le reste de la scène. Par exemple, pareil, ça aussi on vous l'avait aperçu dans les bandes annonces, il y a une bataille sur une façade d'immeuble, sur un espèce d'échafaudage. Il y a au moins 2 plans qui sont superbes dans cette séquence, vraiment, où on voit se refléter sur cette façade d'immeuble, les immeubles alentours, etc. Ouais. Ça marche super bien, et donc il faut une lumière, une luminosité, on va dire une ouverture de diaph bien particulière pour avoir ces silhouettes qui se découpent sur ces lumières, et ça marche très bien, sauf que les plans avant où on n'est pas pile poil aligné, et les plans après où on n'est plus aligné, et bah tout d'un coup on a un espèce de noir de gris assez immonde, et on perd à certains moments plein de détails, alors que les chorés sont vachement sympas. C'est vrai, c'est vrai. Bah d'ailleurs, en parlant de chorés sympas, du coup je pense qu'on peut passer à des points un peu plus intéressants, en passant un peu par le biais du casting d'ailleurs, parce que finalement ça fait un peu un point de passage, parce qu'on s'est rendu compte en fait finalement que le casting il est bon, enfin en fait il a à la fois les défauts et les qualités du film en fait, c'est-à-dire que tous les acteurs qui sont en plus paradoxalement les plus prestigieux entre guillemets, qui sont un peu liés avec cette sous-intrigue familiale très lourde, bon bah en fait ils se démènent avec ce qu'ils ont, mais vu que finalement ils jouent des personnages qui dès qu'ils apparaissent sont pas ultra intéressants, je pense à Tony Leung mais surtout à Michelle Yeoh, la pauvre, qui a quand même pas un rôle très intéressant. Alors oui, mais Tony Leung, peut-être ce qu'il faut qu'on dise, voilà, si vous n'êtes pas familier avec le travail de ce comédien, c'est un immense comédien chinois, c'est une très très grande star, et il y a encore en ce moment en salle quelques copies de la version restaurée de In the Mood for Love, qui est une de ses plus belles prestations, donc de Wong Kar-wai, qu'on vous recommande évidemment. Mais voilà, Tony Leung, c'est vraiment un acteur de légende. Oui, voilà, il est, enfin, casting prestigieux, et Michelle Yeoh aussi, on l'a quand même beaucoup vu. Et ouais, finalement, je trouve les acteurs qui tirent, on l'a dit, le plus leur carte du jeu, c'est Awkwafina, ouais. Et Simu Liu. Voilà, c'est ça, qui ont un duo qui marche bien, et on parlait de Awkwafina, du coup, qui d'ailleurs une ex-rappeuse, je crois, actrice, qui est promise à une carrière de ouf, parce qu'elle est dans tous les blockbusters Disney à venir, en gros. Vous allez beaucoup la voir. On la voit beaucoup, voilà. En vrai, elle a un vrai tempo comique. Oui. Il y a des moments vraiment drôles dans le film pour le coup. Et puis pour le coup, elle arrive à rendre drôle des trucs qui avec une autre interprète serait sans doute pas passé, parce que c'est vraiment turbo débile. Mais sauf que voilà, comme tu le dis, comme c'est une pure interprète comique, elle arrive à faire passer ça très très bien. Oui, et puis tu critiquais un peu, mais personnellement j'aime plutôt bien son personnage, que je trouve qui a un peu un truc. En fait, il ressemble beaucoup à un sidekick classique, du moins on a l'impression de voir ça dans tout le film, qui se trimballerait avec le héros, et c'est littéralement ce qu'il fait d'ailleurs, et c'est assez amusant, ils en jouent. Mais elle arrive souvent à dépasser ce statut en fait. D'accord. En fait, elle n'est pas. En fait, tous les personnages ont un grand passé, des histoires qui sont très liées avec la Chine. La grande histoire. Voilà, les légendes, tout ça. Et elle, en fait, on se rend compte que c'est un enfant de la mondialisation, tu vois, qui débarque au milieu de tout ça, qui parle pas trop mandarin, qui a pas vraiment un nom, tu vois. Qui est américaine, mais qui aux États-Unis est perçue comme une chinoise, voilà, et qui en Chine est perçue comme une nana de San Francisco, donc une américaine, dont on se moque un peu parce qu'on l'appelle l'américaine parce que son prénom usuel c'est Cathy, même si elle a un prénom chinois. Clairement, oui, qui est en fait une descendante d'immigrés et qui a pas vraiment sa place d'un côté ou de l'autre. C'est ça, et son personnage est assez. En fait, il arrive vraiment à dépasser ce statut de sidekick, je trouve, et à même être un peu. On s'y attache vraiment, en fait, je trouve. Plus, par exemple, que le personnage de sa sœur, qui pourtant est censé être centrale à l'intrigue, mais qui finalement, dans le trio, alors que c'est Awkwafina qui devrait être à part, en fait, Awkwafina est vraiment dans le duo avec Simu Liu, et elle est vraiment à part dans son truc, quoi. Oui, mais alors, et puis il y a un énorme problème avec ce personnage, c'est que on sent bien, donc déjà d'une, que Marvel a des plans pour elle plus tard, concrètement, qui veulent la faire exister. C'est un personnage qui est censé apporter, on va dire, une touche de féminin et de féminisme en plus, pour te montrer que elle se bat quasiment d'égal à égal, sinon de manière supérieure à son frangin. Elle est là pour montrer que, oui, elle, quand son frère l'a abandonnée, tu vois, elle a tout fait toute seule. Bref, elle s'est construite toute seule, c'est une combattante autonome, indépendante.
Et pourtant, en fait, ces intentions-là, qui nous sont répétées dans les dialogues, et malgré les capacités physiques de la comédienne, qui assure quand même bien comme il faut, quoi, et ben il y a quand même un gros souci, c'est que le film ne la sert pas, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'elle, elle arrive, elle se bat, elle est décisive, mais finalement, c'est quand même son frère qui va hériter de tous les pouvoirs et de tous les trucs. C'est-à-dire qu'elle est ultra balèze, mais le film s'appelle Shang-Chi, et c'est un film sur Shang-Chi. Du coup, ils sont vraiment en mode, ouais, elle est super forte, mais en même temps, ça reste quand même à côté, quoi. Donc, voilà, peu, et du coup, c'est très bizarre, c'est-à-dire que le film prépare sans cesse son avènement, mais ne peut pas lui donner. Donc c'est un truc un peu étrange. Après, moi, je trouve qu'il y a une grande qualité dans ce casting, et qui se répercute sur un autre élément très positif du film. Il y a une grande qualité dans ce casting, c'est que pour une fois, peut-être pour une des premières fois, Marvel a aligné des interprètes qui sont capables d'assurer une partie de leur cascade et qui sont physiquement impressionnants. Ça change la mise en scène, et ça change la mise en scène d'action, parce que même Michelle Yeoh, même Tony Leung, qui ne sont plus des petits jeunes, loin s'en faut, ils tapent tous les deux la soixantaine, quoi. Il n'empêche qu'ils peuvent assurer une grande partie du travail physique du film, une grande partie des combats, et que du coup, il n'y a plus besoin de surdécouper. On se retrouve pas avec les combats ignoble d'un Civil War ou d'un Soldat de l'hiver. Et oui, parce que les combats sont ignobles dans Civil War et dans le Soldat de l'hiver. Qui sont Black Widow. Oui, aussi, oui, voilà, ou Black Widow plus récemment, qui était surdécoupé, surcuté, et où même quand il y a de bonnes chorégraphies, de toute façon, il n'y a personne pour les faire à part des cascadeurs, donc on peut surtout pas filmer le visage des personnages. Bref, ça donne l'occasion, de travailler mieux ces scènes d'action, d'autant plus qu'il y a une... après, on va peut-être du coup passer sur les scènes d'action du coup, on y arrive. C'est le gros point positif du film. Je pense que c'est ce qui a fait que beaucoup de gens dans la salle, qui comme nous, y allaient un peu à tâtons, on va dire, ont eu un petit sourire comme ça, au détour du coup de la première grosse scène d'action, qui est la scène qu'on a vu beaucoup dans la bande-annonce, qui est la fameuse scène du bus, que dans les bandes-annonces, on voyait comme un truc, vraiment un pur morceau marvelien, qui misait beaucoup sur les CGI et tout, et qui finalement est en fait franchement bien chorégraphié, vraiment bien réalisé pour le coup. Et elle dure. Et voilà, elle est longue, il y a un vrai crescendo, c'est vraiment spectaculaire, c'est une vraie très bonne scène d'action, et moi je pense qu'on peut le dire, que dans Shang-Chi, il y a les meilleures scènes d'action de toute l'histoire du MCU, de loin. De très loin. Parce que, en fait, souvent, on l'a souvent répété, mais le truc de ces grosses machines, et particulièrement du MCU, c'est qu'en fait, les séquences d'action se confient toujours à une seconde équipe, qui, dans le cas du MCU, est quand même souvent composé des mêmes personnes, parce qu'en fait, il y a une sorte de continuité, et tout simplement, c'est de la sous-traitance, en fait, de façon très simple. Et alors là, il faut voir que ça a été confié à Andy Cheng, qui est un type plutôt compétent, qui a œuvré sur énormément de productions internationales, et qui, tout simplement, connaît son taf. Et comme du coup, il a, c'est ce qu'on disait, des comédiens qui sont aussi des techniciens, qui sont aussi capables d'assurer, qui n'ont pas besoin d'être doublés à chaque plan, et tout d'un coup, ça permet de faire des scènes qui ont un peu plus d'ampleur, et qui sont plus complexes, déjà, tout simplement. Ah oui, il y a quelques scènes qui tabassent vraiment, quoi, qui sont vraiment, vraiment bien faites. Alors voilà, je sais pas, en fait, c'est difficile de savoir à quel point ça tient de son réalisateur, qui, je trouve, est plutôt doué, parce que même pas dans les scènes de baston, je pense à quelques plans par-dessus, dans la deuxième partie du film, donc je vais pas spoil, qui sont assez inventifs, genre Destin Daniel Cretton. Ouais, c'est ça. Donc on sait pas à quel point il a réussi à s'immiscer dans la construction de ces scènes d'action, alors que d'habitude, les réalisateurs attitrés, on va dire, des films ont rarement un énorme droit de regard sur ces séquences-là. Ou est-ce que c'est la seconde équipe qui a vraiment réussi à tirer son épingle du jeu avec la pression de faire un film avec des vrais combattants et un film qui a quand même des arts martiaux de façon très prégnante dans l'intrigue. Et puis un film qui va s'adresser aussi de manière assez frontale au marché asiatique, où il y a quand même une concurrence. Enfin voilà, tu peux pas arriver et dire les gars, vous avez fait un film d'arts martiaux, il faut arriver à un minimum avec des billes. Et non, mais ce qui est intéressant dans le choix de Destin Daniel Cretton, c'est qu'il avait réalisé State of Grace. Alors on pourrait se dire, oh là, ça n'a rien à voir avec du Marvel ni quoi que ce soit. En fait, il y a quand même un avantage, c'est que quand t'as un film aussi bavard, avec autant de gens qui passent leur temps à causer, et à causer de trucs qui sont à peu près aussi intéressants que le prix des testicules de poulet, mine de rien, quand t'as fait un petit film indé où tu as filmé des gens qui causaient, t'as des idées de montage, de tempo, comment réussir à dynamiser un dialogue. Et même, tu vois, même dans les moments où ces gens causent de trucs qui, moi, m'intéressent pas particulièrement, je trouve qu'il arrive quand même à avoir un peu de tenue. Et mine de rien, voilà, le film, c'est ça. Beaucoup plus inventif dans ses scènes de baston, et beaucoup mieux tenu que pas mal de Marvel, mine de rien. Oui, exactement. Et du coup, il y a un côté, du coup, on peut passer... En fait, il y a une partie au début avec beaucoup de scènes d'action qui, je pense, c'est là qu'on est surpris, quoi, qu'on se dit, waouh, dis donc, ça tabasse, quoi, c'est parti. Ensuite, il y a un énorme ventre mou où là, il y a ce qu'on a dit, hein, les intrigues familiales reviennent, donc c'est un peu très lourd. C'est poubelle la vie dans une mine en Chine avec un filtre. Voilà, ça. Et ensuite, il y a la dernière partie du film, qu'on va pas spoiler pour l'instant, mais dont on peut dire déjà quelque chose qui, je pense, se répercute sur l'ensemble du long métrage, qui est que c'est assez décomplexé, en fait, finalement, c'est-à-dire que Marvel nous a habitués à des films qui aiment la surexplication un peu
un peu bête et vide en fait. Très scolaire. Voilà, à base de grands hologrammes, on zoome dedans et il y a une explication quantique derrière, un truc comme ça. Et là vraiment, il embrasse complètement ses ambitions mythologiques, on peut le dire clairement, ses ambitions d'action, etc. D'ailleurs, je veux dire, les ninjas qu'ils envoient pour se faire tuer, on dirait vraiment des hommes de série B. Vraiment, ils arrivent, ils sont butés, ils meurent, tu vois, et dans un coin du cadre, on les revoit plus. Et ouais, il y a un côté un peu décomplexé. J'irais pas jusqu'à dire que c'est une grosse série B, mais non, mais tu vois, il y a un truc mine de rien, c'est que comme le film, alors je pense qu'à la base, ça part d'un vrai problème d'écriture, mais paradoxalement, comme ça arrive des fois, ça se transpose en quelque chose de plaisant. Comme le film est pas très bien narré, c'est-à-dire qu'en gros, il doit nous refaire une exposition toutes les 20 minutes. On commence à San Francisco, puis bah non, maintenant, il faut expliquer ce que c'est le truc à Macao. Et quelques flashbacks. Voilà, c'est ça. Et bah en fait, du coup, le film est contraint toutes les 20 minutes de nous réexpliquer, enfin, de nous faire rentrer, pas de nous expliquer, de nous faire rentrer très fort, très vite dans un univers. Donc, en fait, il est obligé de bourriner et d'être décomplexé. Et tout d'un coup, bah, t'as des ninjas qui arrivent avec des épées électriques, puis tout d'un coup, t'as des ninjas qui arrivent avec des shurikens et des masques de kibuki ou qui ressemblent à des masques de kibuki. Il y a un genre de sous-boss, de personnage qui est genre une grosse épée à la place de Max, ça fait genre Razorblade. voilà, non, Razor Fist, et qui est en plus alors je sais il est dans les comics, mais tel qu'il est traité dans le film, c'est clairement un hommage à Opération Dragon avec Bruce Lee. Sauf que le problème, c'est que comme le film est un peu décomplexé, un peu Z sur les bords, dans le bon sens du terme, bah tu penses plutôt à Hamburger Film Sandwich, clairement, hein, quand Khan se visse son épée. Et en plus, quand tu files ça, si tu veux, à l'espèce de veau aux hormones qui jouait dans Creed 2, bah forcément le mélange est. Et qui va faire Krieg dans Borderlands, voilà. Donc, mon Dieu. Voilà. Donc le résultat, effectivement, le film, je pense pas que c'était son intention première, parce que c'est pas du tout, on va dire, dans la charte Disney, mais en étant un espèce de camoulox, de cloug, de quantité d'influence et d'une note d'intention complètement schizophrène, ça devient un truc effectivement très décomplexé et assez jouissif. Voilà, qui est donc un truc qui se répertorie vachement dans le climax, qui est extrêmement généreux, on peut le dire, qui dure super longtemps, il est très généreux, il se passe plein de trucs, donc là je pense qu'en fait on va en parler. Oui, donc là maintenant on va spoiler, c'est-à-dire que si vous n'avez pas vu le film, et comme a priori on sort la vidéo avant la sortie du film, vous n'avez pas vu le film, et donc si vous n'avez pas envie d'être spoilé, bah il faut cassez-vous quoi. Voilà. Je regarde même pas la caméra, cassez-vous. Du coup, on va pas spoiler des grands trucs de l'intrigue, s'il y a un détail près, mais on va surtout spoiler en fait la tenue un peu visuelle de celui climax, un peu complètement taré, qui part dans un genre d'énorme trip de fantasy à base de gros dragons avec des tentacules et tout. Et franchement, bah pourquoi pas, hein. Les gros dragons qui se bastonnent, nous on est chaud, c'est vraiment plutôt bien réalisé. Pour le coup, ces parties-là, les effets spéciaux sont assez bien foutus. Tout à fait. Même si je trouve qu'encore une fois, la photographie gomme un peu des fois des subtilités dans leur affrontement. Oui, mais tu vois, regarde, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Par exemple, tu sais, t'as un grand plan d'ensemble avec l'eau comme ça qui monte, le soleil qui s'irise un peu dedans et les deux dragons qui tombent. Ce plan, il est superbe. Ce plan est très beau, ouais. Et tu te dis, bah oui, mais en fait, ils ont tout pensé. Ils ont d'abord fait cette image et ils ont tout essayé ensuite d'aligner là-dessus. Sauf qu'il y a plein de moments où ça marche pas. Exactement. Mais sinon, c'est quand même super plaisant. Et encore une fois, voilà, on n'a aucune sous-explication, machin. On quitte complètement ce genre de tout est connecté, du Marvel et tout, pour littéralement rentrer dans une autre dimension, quoi. C'est ça. Avec Michel Yeo qui dit, bon alors en fait, derrière la porte là-bas, il y a un gros dragon dégueulasse. Voilà. Mais heureusement, on a un dragon aussi, on va les faire se battre. Ok. Ça, derrière les arbres qui font des routes tout seuls, il y a des monstres bizarres sans tête et des machins et tout. Et en fait, du coup, bah, ça marche plutôt bien. Genre, c'est vraiment un blockbuster qui réfléchit pas plus que ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait passer d'ailleurs certaines grosses incohérences et les ficelles qui sont vraiment énormes. C'est que du coup, ça passe. C'est ce qui fait aussi passer, par exemple, le sorte d'acte de bravoure à la fin du personnage d'Aok Fekina qui, littéralement, en mode Deus Ex Machina, elle explose le coup du méga monstre. Ça fonctionne si bien que même eux en jouent dans la toute dernière scène du film, enfin, si on compte pas les scènes post-génériques, où en fait, ils se moquent un peu, de la débilité de ce climax, super long, complètement délirant, ils l'assument. C'est rigolo. Mais pareil, moi ce que j'ai apprécié, c'est que le climax dure un peu, tu vois. Moi, quand ils ont commencé à sortir les bébêtes, je me suis dit, oh là là, ils vont sortir un coup de super anneau laser. Il y a une vraie baston, quoi. Voilà, et ça va être réglé en 2 coups de cuir à peau. Non, quand même, on a un peu, ça dure bien 5 bonnes minutes avec les gros bestiaux, et c'est cool, quoi. Enfin, encore une fois, c'est un truc qu'on n'a pas vu d'habitude dans Marvel, ou alors beaucoup moins bien traité. En tout cas, traité de manière beaucoup plus désagréable, lourde. Et alors, bien sûr, ça n'en fait pas ni un chef-d'œuvre, ni un grand film, mais ça en fait un film qui est un peu plus étonnant qu'il n'en a l'air, qui a plus d'âme, en fait, que d'habitude, et qui est plus divertissant, tout simplement. Voilà, là, il a surprise, quoi. Et on va terminer sur un truc sur lequel on n'est pas vraiment d'accord, je pense, qui est aussi une surprise, mais qui n'était pas du tout, parce que Ben Kingsley s'est ramené en sandales à l'avant-première en mode bonjour. Mais oui, il y a donc le fameux personnage du mandarin qui, ironie de la chose, était dans Iron Man 3 et tout le monde lui a craché dessus parce qu'ils ont un peu
Shane Black s'est un peu amusé à complètement démystifier le personnage de façon grossière, à grands traits d'humour. Et là, il revient dans le même personnage. Moi, je m'attendais vraiment, en fait, à ce qu'il essaye de le recrédibiliser, tu vois, de lui donner... Non, 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 il joue toujours ce genre d'acteur raté, complètement bizarroïde, taré, qui sait pas ce qu'il fait. Et moi, je dois avouer qu'en fait, ça m'a fait rire. Il devient vraiment un personnage psychique sur le côté. Ben Kingsley, pour moi, il a un talent comique qui est trop souvent sous-estimé. Il est vraiment drôle. Genre, il est vraiment très très drôle. Et ouais, je trouve que ça fonctionne. Bon, il sert pas à grand-chose. C'est du fanservice, mais il y a beaucoup de fanservice dans le film. Disons que c'est une volonté en fait de reconnecter à Iron Man 3, qui pour beaucoup de gens a été un espèce de sacrilège, en disant mais si regardez, tout ça est un tout cohérent. Je peux comprendre l'idée, j'en ai rien à foutre, mais je peux comprendre l'idée. Non, là, moi, mon problème, c'est que je te dirais, là où il y a plein de moments où l'humour du film passe, même quand il dédramatise des situations grâce au tempo comique d'Awkwafina, ça passe. Là, pour le coup, moi, ça me fait vraiment pas marrer. Mais vraiment, ça me fait pas rire. Et en plus de ça, je te dirais, il y a au moins 2 moments où ça fait même, où pour moi, ça souligne les limites du film. Le premier, donc, si tu veux, c'est quand, vu qu'on est à la partie spoiler, on peut y aller, quand nos héros se font enfermer dans une geôle, et on leur dit « Ah, vous êtes dans la geôle !» Et puis à un moment, ils entendent un bruit, ils font « Tiens, qu'est-ce qu'il y a au fond de notre cellule ?» Oh, un type qui... Donc, Ben Kingsley, un type qui sait comment sortir. Je fais, mais c'est une super idée, ça, enfermer donc les gens avec le type qui sait sortir, très bien. Alors ça, c'est une première chose. Et puis, même si ce n'est pas que du fait du personnage de Ben Kingsley, à mon sens, ça lui est quand même c'est relié à ce type-là, enfin au protagoniste qui l'interprète, quand ils vont justement dans cette forêt labyrinthe pour arriver jusque dans la dimension parallèle, si tu veux, voir nos héros arriver dans un nouveau monde, dans une espèce de bagnole occidentale, bah, tu vois, genre... Avec écrit Razor Fist en mode tag dessus. Non mais c'est ça, non, mais vraiment, c'est l'enfer, si tu veux, c'est-à-dire que vraiment, j'ai l'impression de voir une pub pour, pour une, comment est-ce qu'on appelle ça, pour un coupé familial, tu vois. D'ailleurs... Voilà, si certains types de voitures, vous avez, parce que je pense que c'est un énorme placement de produit. Ah, clairement, ouais. On voit que ça tout le film, donc t'es vraiment pas loin, je pense. C'est ça, mais du coup, je trouve ça tellement épais que ça m'enlève toute la partie d'émerveillement, qui pourtant est bien jouée, tu vois, où vraiment, on rentre vraiment dans cet univers, on découvre son bestiaire, parce qu'on le découvre, tu vois, cette limite, si on ne dit pas genre, Mégane Palme d'Or, une voiture qu'elle est bien pour la conduire. Et donc voilà, et je trouve que le personnage de Ben Kingsley sert beaucoup de passerelle à des petits trucs comme ça, ouais. qui m'agacent. Oui, bon, c'est le problème de beaucoup de personnages en général, je pense on peut le dire. Mais bon, je sais pas, moi ça m'a fait plaisir de le revoir. Il me fait beaucoup rire. Je t'en prie. Voilà. Donc voilà, vous aurez compris que ça nous a plutôt plu, hein, que oui, ce soit incroyable. Écoute, on va pas se mentir, et pour une fois qu'il y a un Marvel dont on sort en se disant genre, oh écoute, c'était marrant, exactement, on va pas vous mentir, c'était marrant. On va conclure en parlant quand même un peu vite fait, très vite fait, parce qu'en fait on n'est pas trop au courant de ce que c'est que ce personnage, pour être honnête, c'est un personnage assez sombre, on va pas se lancer dans des pistes d'un truc qu'on maîtrise pas, tout simplement. Et puis pour une raison toute bête, c'est qu'il y en a un dans la rédaction qui s'appelle Arnold, qui lui connaît bien le personnage, et qui vous prépare un dossier spécifiquement sur les comics et son parcours au sein des comics, donc depuis les années 70, depuis 1972 je crois, donc c'est évidemment lui qui vous en parlera, il vous en parlera mieux que nous, on va pas faire semblant, mais du coup on vous mettra en lien dans la description dès qu'il sera publié, le petit article d'Arnold. Mais du coup, on peut quand même parler des connexions très vite fait avec le reste de l'univers, parce qu'évidemment, beaucoup de gens veulent savoir. Bon, outre les sortes de caméos fanservice, dont l'Abomination qui sort de nulle part, comme Wong de Doctor Strange. Wong qui a quand même qui sert un peu de liant avec le reste de l'univers, en fait. Voilà. Qui, comme dans l'abondance de Spider-Man, d'ailleurs, a l'air d'avoir fumé, en fait. Ah non, mais clairement, oui, lui, c'est devenu le comic stoner relief. Ouais, c'est très bizarre. Et donc, t'as ces scènes post-génériques avec Brie Larson sur fond vert. Alors il y a une scène qui sert à dire en gros, vous voyez que c'est connecté, hein, mais on sait pas à quoi. C'est-à-dire qu'en gros on vient trouver notre bon personnage de Shang-Chi, on lui fait, t'as vu tes anneaux ? Et il y a un truc qui se passe avec, c'est chelou mec. Et puis on en reste là. C'est littéralement ça ouvre encore plus de globale incohérence sur l'univers de Marvel, parce que bon, les anneaux de la mort qui tue sont là depuis 2000 ans, mais personne ne le savait, il suffisait que lui le mette, mais bon, c'est mystique ou quantique, on sait pas trop. C'est ça qui a réveillé les moines. C'est la thermoluminescence. Oui, ça doit être ça. Voilà, donc ça ramène des visages, je pense que bon, les gens qui aiment l'univers Marvel vont apprécier ça, parce que c'est vrai que je crois que c'est à la fin de Black Widow, les scènes post-génériques en mode clin d'œil, c'était un peu... Enfin, je veux dire, pour un truc qui a une si grosse force de frappe, c'était un peu timide quand même, quoi. Ouais, parce que tu sens qu'en fait, Black Widow aurait dû sortir plus tôt, donc c'était fait pour faire des clins d'œil. Ils ont peut-être retourné certaines scènes en plus. Ils l'ont un peu fait en panique. Et puis, on a une deuxième, l'ultime, à la toute fin du générique, qui a pour but de nous montrer donc que les 10 anneaux, l'organisation du mandarin, qui à la fin est reprise par sa fille, la sœur de Shang-Chi, eh bien, tout simplement qu'elle ne va pas disparaître, qu'elle reviendra dans la MCU. Est-ce que ce sera une série, un film, rien du tout, ou juste est-ce qu'ils nous disent ça pour nous faire patienter? On n'en sait rien. On sait rien, ça montre juste que, comme on disait, ce personnage féminin, en fait, ils l'ont servi pour faire un peu la face sombre, en sachant qu'elle va être utilisée
réutiliser par la suite, mais ils savaient pas par quel bout le prendre. C'est Et ça. du coup, voilà. Donc comme souvent, la scène post-générique. Je serais curieux de savoir qui les réalise. Est-ce que c'est le réalisateur? Est-ce qu'il y a une seconde équipe? À mon avis, c'est plutôt ça, Je pense tu que c'est une vois. seconde équipe. Je pense que Souvent, c'est- quand même, très très random. Ah ouais, bah, c'est souvent du plan moyen, fixe. Voilà, enfin, ouais. voilà. Bon, voilà, donc faut qu'on le fasse, on en parle. Donc voilà. On en a parlé, on est bien content d'en avoir parlé. J'espère que vous avez cliqué. Bah voilà, écoute, que dire d'autre? N'hésitez pas à aller lire la critique sur le site d'Écran Large, qui sera belle et forte et grande et bien écrite. Et avec, bah voilà, c'est une critique quoi. Que vous dire d'autre? Abonnez-vous, allez soutenir la rédaction. Vous vous demandez comment soutenir cette belle rédaction, comment nous donner des sioux? Eh bien, il faut vous abonner à l'Arc ou alors cliquez sur le petit lien en description de cette vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, à taper sur la cloche, à laisser des commentaires, des pouces rouges, des pouces bleus, des pouces jaunes, j'en sais rien. Et puis si vous êtes daltonien, c'est encore plus compliqué. On espère que vous allez bien. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film. On pense bien à vous et on vous embrasse. Stop!